Alors, d'abord, je remercie bon, Sandrine pour tout ce qu'elle fait autour de ce webinaire. Sans elle, moi, je ne pourrais pas le faire. Le syndicat ne pourrait pas le faire. Et donc, elle accepte toutes vos questions pendant ce webinaire, elle vous expliquera. Donc, vous pouvez poser des questions. C'est très intéressant parce qu'après, on réagit avec… voilà. Et Jean-Claude Bousquet, ben, je vous le présente. Dans ma vie, j'en connais deux. Il y en a un, c'était le président il y a quelques années qui m'a embauché ici au syndicat, Jean-Claude Bousquet de la CLAP, le père de Christophe Bousquet, que vous connaissez, c'était un grand vigneron de la CLAP. Et Jean-Claude Bousquet, donc son homonyme, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Et on a parcouru avec lui, d'abord c'est sa passion, la géologie, plus que la géologie, vous en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on a parcouru quelques terroirs avec beaucoup de vignerons. On a organisé à l'époque des balades avec des vignerons dans des terroirs pour aller voir, pour aller étudier les sols. Donc, je sais qu'il est expert à l'INAO aussi et qui va aider à l'INAO pour identifier les terroirs, faire comprendre un tout petit peu que ce qu'on voit dessus, ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a dessous, parce que des fois, on se base sur un superficiel et puis très vite, on s'aperçoit que dessous, c'est un peu plus complexe, ou des fois, on pense que dessous, c'est complexe et c'est moins complexe que ce qu'on pense. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant. Ça m'a permis, moi, de découvrir les terroirs du Languedoc. Alors, c'est vrai qu'on se base sur un livre, c'est pour ça qu'on a fait intervenir Jean-Claude Bousquet, sur un livre que je vous présente et qui vous représentera la prochaine fois, ce qui s'appelle Terroir viticole, paysage et géologie en Languedoc. C'est une édition des écologistes de Leuzière que vous connaissez. C'est surtout en majorité sur l'Hérault. C'est pour ça que la prochaine partie sera sur des terroirs de l'Hérault. On ne pourra pas faire tous les terroirs, parce que si j'ai bien compris quelque chose, si vous allez comprendre quelque chose d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, avec Jean-Claude, c'est que la géologie, c'est complexe et que nous sommes dans un département et dans une région où c'est une richesse. Voilà, moi, je l'ai découvert très tard, mais il vous en parlera de cette richesse de tous ces terroirs, de 500 millions d'années à quelques millions d'années aujourd'hui. Donc, et c'est une richesse, mais une difficulté aussi, parce que cette richesse, eh ben, on la voit s'exprimer aujourd'hui dans des vins. Et donc, dans les terroirs, c'est très intéressant de voir cette typicité, que ce soit du basalte, du galet roulé, des schistes, des différents schistes, et ainsi de suite. Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne suis pas capable, mais cette richesse, c'est un langage qu'on doit avoir, car aujourd'hui, le client qui vient chez nous, ben, il aime savoir quel cépage, c'est vrai, c'est la première des choses. Il aime rencontrer le vigneron, c'est vrai, mais aussi il aime savoir ce qu'il y a dans le sol. Et moi, je dirais qu'une chose qui m'a intéressé dans le vin et qui m'a intéressé auprès de Jean-Claude Bousquet, c'est de savoir quel goût le vin il a et pourquoi il a ce goût. Et par l'intermédiaire de la géologie, j'ai compris et je comprends, en tout cas, tous les jours j'apprends quelque chose, mais j'aime bien l'écouter, le réécouter, parce que les premières fois, c'est assez complexe. Ne vous étonnez pas si au bout de 3/4 d'heure, vous êtes un peu perdu, mais moi, au bout de 20 ans, je lui pose encore les mêmes questions. Et entre la silice et le calcaire, les galets roulés, pour moi, un galet roulé, c'est une pierre ronde. Voilà. Et pour lui, naturellement, il y a des origines différentes. J'en dirai pas plus parce que j'ai des histoires à raconter, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Je lui laisse la parole et je te remercie, Jean-Claude, parce que on passe toujours des moments et j'espère qu'on en passera encore d'autres. Et je ne voyais pas comment choisir quelqu'un d'autre pour nous expliquer la géologie et les terroirs viticoles de la OP Languedoc. Allez, à toi, Jean-Claude. Bien, ben Juste merci une, pour… pardon, excusez-moi, pardon Jean-Claude, juste pour rappeler que via la petite icône qui est en bas de votre écran Q et R, questions et réponses, vous pouvez poser les questions qui vous viennent. N'hésitez pas. Pardon, allez-y Jean-Claude. Bien, ben merci pour cette présentation assez élogieuse. Je vais commencer tout de suite par entrer dans le vif du sujet et donc de poser la question, quels sont les liens entre la géologie et les terroirs viticoles? Donc, nous verrons que ces liens se font à différentes échelles.
depuis l'échelle du sol jusqu'à l'échelle d'une appellation, et ça sera surtout la prochaine fois. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le terroir? Donc, on va se tourner tout d'abord vers une définition officielle, la définition de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et vous avez donc sous les yeux ce texte, et j'ai surligné donc un peu plus gros les termes qui sont les termes un peu, disons, les termes essentiels. Donc, des plus importants, c'est donc un espace sur lequel se développe un savoir collectif et qui est le lieu de pratiques vinicoles appliquées. Bon, et qui, ce terroir donc, inclut des caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, du paysage et en plus de la biodiversité. Alors, on le voit dès le départ, la géologie n'est pas vraiment nommée et on verra que des parties de ces caractéristiques spécifiques, en particulier donc le sol, le climat, le paysage et la topographie, dépendent directement de la géologie. Alors, on peut voir ceci aussi d'une autre façon. Ça, c'est à partir de l'étude qu'a réalisée Emmanuelle Vaudour dans le Gard, et elle définit donc des champs qui sont significatifs du terme terroir. Donc, il y a là 4 façons, si vous voulez, de voir le terroir. En premier lieu, l'agrocultural, donc c'est le terroir matière, et donc là, ça sera caractérisé par le sol, le sous-sol, le climat. Le terroir espace territorial, donc là, ça correspond donc aux appellations, donc c'est l'organisation spatiale et les délimitations que l'on fait dans les appellations. Ensuite, le terroir identitaire ou terroir conscience, donc c'est la conscience d'une collectivité, d'une conscience collective, d'une identité qui est liée bien souvent à un patrimoine. Et pour terminer, le terroir publicitaire ou terroir slogan, donc qui est la publicité qui est donnée à un des champs précédents. Alors, il y a une autre façon qui donne plus de place, enfin qui intègre la géologie, et celle-ci a été faite à partir, disons, elle s'inspire des travaux de Morla, qui dans l'Anjou a appliqué une méthode très fine à l'étude des terroirs. Alors, vous voyez qu'il y a là au départ la géologie, et avec les types de roches, la disposition de ces roches, la création des reliefs, et qu'ensuite les choses s'enchaînent, c'est-à-dire que des paléoclimats ont fait une érosion de cette géologie, et on doit à ces paléoclimats des formes du relief, des formations superficielles et des types de sols. Bon, ensuite, avec ce matériel, eh bien, le climat actuel va gouverner disons, la culture de la vigne, et donc nous donne des potentialités viticoles. Et ensuite, bien sûr, l'homme cherche à se servir de ce matériel et de ce climat qui sont à sa disposition. Alors, nous verrons dans notre exposé que le facteur humain est aussi au départ, car les sols que l'on a dans notre région ont été des sols très souvent qui ont été modifiés par toute la période, disons, d'occupation humaine, avec les premières défriches et les mises en culture. Donc là, la géologie est présente, et maintenant on va commencer à voir les choses, disons, à une échelle tout à fait générale. C'est l'échelle de la région Languedoc-Roussillon. Et donc vous avez sous les yeux une carte géologique, qui est une carte géologique qui est prise de la carte géologique au 1 millionième de la France. Donc c'est une carte qui, à cette échelle, est très simplifiée. Vous avez sur le côté des tas de termes, mais bon, à l'échelle de la présentation, là, ce n'est pas très lisible. Et donc, je dirais simplement que les couleurs vont représenter surtout des périodes.
donc avec un temps géologique qui est considérable, puisque notre région a les premières roches vers 600 millions d'années. Et donc, on a une région qui est très variée au point de vue géologique, comme l'est par exemple aussi l'Anjou ou bien l'Alsace. Mais on a une très très grande superficie, encore bien plus grande que ces deux régions. Donc, une géologie très variée avec des roches qui sont aussi très différentes. Donc, ça va des calcaires au grès, au schiste, au basalte. Donc, il y a un peu tous les types de roches et cela va nous donner bien sûr des sols avec des caractéristiques différentes et que l'on peut voir très souvent donc, du point de vue direct, donc en examinant le pavage de roches qui est en surface de la vigne. Alors, dans cette histoire qui est donc de 600 millions d'années, nous avons en fait l'héritage de choses qui se sont déroulées parfois à des distances assez considérables de notre région. Et donc, au départ, on a eu la formation d'une première chaîne de montagnes, donc, qui a été d'abord qui a disparu maintenant, mais enfin qu'on va trouver, les roches, on les trouve à l'heure actuelle dans le Massif central ou en Bretagne ou dans les Vosges. Et dans ces régions, on va trouver les roches qui se sont déposées dans la mer de cette époque, une mer aussi qui a complètement disparu, qui n'existe plus. Bon, ensuite, on a eu, donc en descendant les temps géologiques, en allant vers le plus récent, on a eu une histoire pyrénéenne, donc, puisque ça se termine aussi là par la formation de la chaîne pyrénéo-provençale et par son érosion. Donc, il y a toute une série d'événements qu'on détaillera un petit peu ensuite. Et puis, la dernière période, c'est l'histoire méditerranéenne. Et cette histoire méditerranéenne qui est plus proche de nous, cette fois-ci, la tectonique des plaques qui avaient éloigné les continents, puis qui les avaient rapprochés, qui avaient fait disparaître des océans, va intervenir de façon très, très légère, disons, au niveau de notre région, mais avec une importance assez grande. On va avoir des effondrements et l'arrivée de la mer, et ça va changer complètement la disposition du relief que l'on pouvait avoir à la fin de l'épisode précédent. Donc, je vais détailler ces choses-là, rassurez-vous. Voilà. Et alors, cette dernière période, la période méditerranéenne, c'est aussi la période du volcanisme, en particulier dans l'Hérault. Vous savez que nous avons toute une série d'anciens volcans qui vont depuis surtout le Lodévois jusqu'à Agde. Et c'est une période aussi où l'érosion a été particulièrement importante pour donner leur trait particulier à nos paysages de la région. Alors, l'histoire hercynienne, eh bien d'abord, elle nous a légué des roches dont certaines, tout le monde les connaît. Ce sont les schistes et les grès. Alors, schistes et grès que l'on va trouver d'une part, comme c'est montré ici, là, dans le secteur du Saint-Chinianais et de Berlou, donc avec des schistes donc d'une période qu'on appelle l'Ordovicien. Vous voyez que c'est une période donc très ancienne, entre 485 et 419 millions d'années. Il y a ensuite des calcaires que l'on connaît aussi assez bien. Ce sont les calcaires qui donnent les marbres un peu de la région et qui sont par exemple dans la carrière de Coumiac. Puis on a des schistes, alors des schistes qui sont un peu plus récents, qui sont ici et qui sont les schistes que l'on voit dans le Faugerrois, donc avec, vous voyez, les vignes ici à la litière. Donc là, ce sont des schistes qui ont un âge entre 370 à peu près 330 millions d'années. Alors, dans cette histoire hercynienne, bien sûr, il y a eu le plissement qui va déformer ces roches, parfois qui les a déplacées de plusieurs dizaines de kilomètres. Enfin, ça c'est très compliqué. Et surtout qu'il aura
donner une schistosité, donc ce débit en plaques qui est très important pour disons, l'altération et la transformation des sols qui sont formés par des schistes. Alors, nous avons, à la fin de la formation de cette chaîne de montagnes, toute une période d'érosion. Et cette érosion va enlever une partie de son relief, va peu à peu l'aplanir. Et les premiers éléments qui sont pris à la chaîne et qui sont déposés et que nous avons dans notre région, ce sont les grès et charbons de Graisse-Sac. Ensuite, il y a alors ça c'est de période, disons, l'avant-dernière période de l'ère primaire, le Carbonifère, et ensuite un peu plus récent, entre 270 millions d'années et 250 millions d'années, on a les roches que l'on trouve dans le lot des voies. Alors les plus anciennes sont les schistes et les grès que l'on a par exemple vers Saint-Jean-de-la-Blaquière, et ensuite au-dessus se sont déposés les rufes, ces espèces de roches rougeâtres, qui sont des roches un peu argileuses, un peu graiseuses et qui sont colorées par un petit peu d'oxyde de fer. Alors, nous passons à l'histoire pyrénéenne. Et l'histoire pyrénéenne, bien en bas, vous avez la première période qui est la sédimentation marine, qui intéresse la période surtout du Jurassique au Crétacé inférieur et qui va se poursuivre à partir de la fin du Crétacé et au début de l'ère tertiaire par des dépôts continentaux. Alors, ensuite, tous ces terrains vont être pris dans le plissement, donc vers 40 millions d'années, il y a eu un plissement de toutes ces roches et la formation d'une chaîne qui s'est étendue depuis les Pyrénées jusqu'à la Provence et qu'on appelle aussi la chaîne Pyrénées-Provençale. Alors, je vous montrerai sur une autre diapo l'extension, effectivement, dans la région de cette chaîne pyrénéo-provençale. Et puis, comme la chaîne hercynienne, eh bien, dès qu'il y a des reliefs qui commencent à se former, il y a une érosion, et cette érosion va traduire, disons, par un alluvionnement. Enfin, donc, l'érosion prend des roches là, qui sont essentiellement calcaires à la chaîne pyrénéenne et va déposer des galets, puis des terrains un peu plus sableux ou des terrains un peu argileux, puisque quand il y a des érosions et des crues, il y a tout un cortège de roches qui sont déplacées. Et ici, vous avez sous les yeux ces roches donc, qui ont été prises vers 30 millions d'années à la chaîne pyrénéo-provençale. C'est dans des galets, avec des conglomérats galets calcaires qu'on trouve vers Saint-Christol, Saint-Drézéry ou Saint-Gély. Donc ça, c'est une image un peu d'un profil de sol qui est pris à Saint-Gély. Alors la dernière histoire, donc qui concerne vraiment, qui a beaucoup d'importance pour l'aspect général de notre région, c'est l'histoire méditerranéenne. Donc il y a tout d'abord l'effondrement de la chaîne pyrénéenne qui va se faire par le jeu de failles entre 30 et 23 millions d'années. Alors les failles, ce sont des cassures de l'écorce terrestre et très souvent, vous savez que l'on parle de failles malheureusement quand il y a des tremblements de terre, quand ces failles fonctionnaient, bien sûr, elles fonctionnaient par saccades et à chaque saccade, il y avait la terre qui tremblait. Alors, l'effondrement a eu pour conséquence que la mer, qui existait à l'époque bien au sud de la chaîne pyrénéo-provençale, a pu s'avancer vers le nord et elle a déposé des roches d'abord qui sont assez connues, puisque vous connaissez tous la pierre du Midi, donc c'est un calcaire marin de cette période et qui est formé par des débris de fossiles et de temps en temps, comme ici à droite,
vous avez conservé quelques fossiles. Ici, c'est un ancêtre des coquilles Saint-Jacques. Bon, un autre fossile qui est remarquable parce qu'il est fréquent et qu'on trouve parfois comme un caillou dans des vignes, ce sont de très très grosses huîtres, donc, qui sont des huîtres très épaisses. C'était une mer chaude. On a trouvé aussi dans les terrains de cette période des dents de requin et de temps en temps aussi des coraux, des petites barrières récifales. Donc une mer très chaude qui va s'avancer très loin vers le nord et s'avancer peu à peu. Et donc, elle s'avance peu à peu et comme vous le voyez ici, son arrivée est plus tardive vers le nord. Donc là, on est dans la région de Puéchabon. Et là, on a des dépôts continentaux qui sont très riches en galets calcaires. Mais cette fois-ci, l'alimentation s'est faite à partir du nord, puisqu'il y avait eu, à cause de l'effondrement, une inversion totale du relief. Auparavant, le relief était au sud et les zones basses vers le nord. Et là, maintenant, c'est du nord que venaient ces galets, des zones les plus élevées. Et alors, comme précédemment, de temps en temps, on a associé à ces galets calcaires des grès et des marnes. Alors, vous avez en haut l'image que l'on avait déjà vue là, pour l'histoire méditerranéenne, simplement pour vous montrer que le littoral s'est constitué avec ces flèches littorales qui les séparent des étangs, comme ici à Sète. C'est une étape qui s'est faite très récemment à l'Holocène, entre 11 000 ans jusqu'à la période actuelle. Alors voici ce que je vous annonçais, la carte qui montre l'étendue de la chaîne Pyrénéo-Provençale. Donc on voit que certains secteurs comme les Corbières et puis des zones vers Montpellier et vers Nîmes appartiennent à cette chaîne Pyrénéo-Provençale. Ça veut dire que ces régions ont subi aussi le plissement. Bon, en avant, dans une couleur plus claire, c'est la zone qui a subi parfois un plissement très léger et en particulier nous verrons la semaine prochaine un pli qui se trouve ici et qui est un pli qui est associé, qui était associé au pic Saint-Loup. Alors, sur la photo, sur le schéma de droite, vous avez l'étendue des failles, donc ces cassures qui ont permis l'effondrement de la chaîne pyrénéo-provençale. Et vous avez un petit cadre qui est situé ici, qui correspond au dessin qui est en bas et qui est un dessin un peu schématique, mais qui vous montre qu'avec ces failles, eh bien, on a maintenant eu ce qu'on peut appeler une inversion complète du relief. Les roches les plus anciennes maintenant sont les plus hautes et ensuite on a 3 paliers en schématisant. Ici, on a des roches de l'ère secondaire et tertiaire qui sont là, avec de temps en temps un peu de terrain d'âge miocène. Et puis ensuite, on retrouve une très forte accumulation sous la Camargue. Ce sont les forages qui, ici, ont permis de voir toutes ces épaisseurs de terrain qui se sont accumulées, étant donné que c'était une zone qui a continué à s'effondrer pendant un bon moment. Alors, voilà les conséquences plus en détail un peu sur le relief. Et vous voyez ici, en particulier, toute la zone de l'appellation, qui est l'appellation Pic Saint-Loup, autour du Pic Saint-Loup. Et on a 3 grandes failles, plus des failles de plus petite taille, mais qui ne sont pas marquées là, sur ce schéma. La faille de Nîmes, donc qui va à peu près de Montpellier jusqu'à Nîmes, en passant près de Lunel, et qui sépare le palier donc Camargue d'un palier Garrigue. Et dans les Garrigues, ici, il y a la grande faille Borconne-les-Matelles qui est ici et qui joue un grand rôle, disons, dans la disposition générale du relief au niveau de l'appellation Pic Saint-Loup. Et la dernière faille est une très grande faille qui va se poursuivre même plus au nord vers les Alpes, c'est la faille des Cévennes qui va séparer ce palier un peu plus élevé des Garrigues du palier
des COS. Donc, on voit très bien la disposition par ce genre de carte avec le relief. On voit très bien que ces failles jouent un rôle essentiel et elles sont responsables, donc à l'échelle plus générale de toute la région, d'une disposition en amphithéâtre tournée vers la Méditerranée. Alors, cette disposition du relief, donc de plus en plus fort en allant vers le nord, eh bien, a des conséquences pour justement le climat. Et le climat, c'est fondamental, bien sûr, pour la vigne, avec la nécessité d'avoir de l'eau et des températures, disons, de façon raisonnable. Et ce qui caractérise le climat méditerranéen, c'est, comme vous le savez, bien sûr, un déficit hydrique pendant la période estivale et ça risque de ne pas trop s'arranger avec cette affaire de dérèglement climatique. Donc, on a ici la carte du gradient un peu climatique qui part de la zone là, qui est entre Sète et Béziers avec pour cette année, là, qui était l'année 2012, une quantité d'eau qui peut être inférieure à 400 mm. Et on voit qu'on arrive par contre, à des chiffres beaucoup plus forts dans le nord du département de l'Hérault. Voilà. Avec quand même des différences assez considérables entre tous ces secteurs. Donc ça, c'est fondamental et ça, c'est une conséquence du relief et le relief, il est lié à un événement géologique important. Alors maintenant, nous allons changer complètement d'échelle puisque nous allons examiner le problème des rapports entre le sol et ce qu'on appelle un peu, de façon générale, le sous-sol. Alors, un autre terme qui peut être utilisé, c'est le terme de roche-mère, c'est-à-dire la roche-mère, c'est la roche qui est à l'origine, qui donne à l'origine les éléments qu'on va retrouver repris, altérés, modifiés dans le sol. Alors là, j'ai réalisé un petit montage avec, si vous voulez, 3 types de sols. Donc, vous avez à gauche un sol complet. Donc, on part de la roche-mère avec une roche-mère qui est là, c'est l'exemple du Miocène continental qui est proche de Puechabon. Donc, avec des niveaux de conglomérat, des niveaux de grès et des niveaux d'argile. Voilà le conglomérat. Bon, on voit que c'est une roche très cimentée, très, très dure, avec des galets parfois de belle taille. Bon, et au-dessus, on a un profil complet, c'est-à-dire que l'on va là jusqu'à la litière et à l'humus, qui sont les niveaux les plus supérieurs et qui sont liés à la végétation. Donc ça, c'est un sol disons que ça peut être un sol sous garrigue. Donc voilà, et voilà ce sol avec ici les niveaux supérieurs, ils sont assez mal visibles. Enfin, vous avez la roche-mère et puis des niveaux remaniés et ici les niveaux supérieurs. Alors le deuxième type de sol au milieu est le sol tronqué, c'est-à-dire que là, du fait de l'occupation humaine et depuis des mises en culture avec la déforestation, on a eu une érosion qui a enlevé la partie supérieure du sol précédent. Donc ici, vous voyez par exemple là, la roche-mère avec des bancs assez grossiers là, de grès et des argiles, des niveaux plus de conglomérats. Et à partir de cette ligne, au-dessus, le sol avec sa couleur rougeâtre qui est liée à un peu d'oxyde de fer. Donc voilà le sol que j'ai schématisé un peu sur ce dessin ici. Ensuite, le dernier type de sol, eh bien, c'est un sol encore plus tronqué, un sol viticole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de végétation pour préserver le sol, eh bien, ces sols sont assez facilement érodés. Leurs parties fines vont disparaître et ça va concentrer évidemment les éléments les plus grossiers qui sont les plus difficiles à déplacer. Et donc, on va avoir un pavage
de surface qui va se former. Et c'est ce qu'on va voir, par exemple, sur la photo qui est à droite, donc qui est prise aussi près de Puy-Chabon. Donc là, bien sûr, à chaque orage, les choses s'accentuent. Et quand on a des orages violents, on voit très bien disparaître encore un peu de particules fines. Alors, parfois, si la vigne est un peu en pente, elles s'accumuleront au pied de la vigne, mais la partie supérieure, elle, deviendra de plus en plus caillouteuse. Alors, voilà un autre exemple de sol du même type. Donc, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. Voilà la roche, le conglomérat, les niveaux de marne et les niveaux de grès. Ici, une vigne où on voit aussi un pavage très régulier, très constant. On est à Saint-Christol, voilà, pavage très constant de ces galets d'origine, donc là, pyrénéenne, mais galets calcaires. Et ici, une parcelle, donc on peut avoir là on a des problèmes quand on fait des analyses avec l'INAO, parce qu'une partie de la parcelle est avec ces galets, et l'autre partie avec des marnes, et les marnes en général ne plaisent pas trop aux gens de l'INAO. Voilà. Alors maintenant, on va passer à un autre type de roche pour voir aussi ce genre de choses, comment on passe de la roche-mère au schiste, au sol. Et donc, ici, bon, j'ai mis une photo un peu pour montrer comment les végétaux, ici c'est un CAD, se développent et vont chercher de l'humidité au travers des sols et des roches. Et donc là, on voit que la végétation a eu son importance, a disloqué un peu la roche. Sur la photo qui est à droite, eh bien, là, on est sous une vigne et on voit plusieurs niveaux. Alors, un premier niveau assez grossier, ensuite, dessous, des schistes, mais qui sont en tout petits fragments, donc c'est beaucoup plus fragmenté qu'au-dessus. Ensuite, toute une partie de schistes disloqués, puis les schistes. Et on voit très bien la schistosité qui débite en feuillet cette roche. Et vous voyez des racines aussi qui descendent jusqu'ici, donc pour chercher de l'eau en profondeur. Alors, le problème là, c'est pourquoi ces différences de fragmentation, et on va voir que là, c'est le climat qui intervient, et le climat intervient, et souvent, bon, ça intervient aussi, ce qui intervient aussi, c'est le relief, c'est-à-dire que l'on a une topographie et les fragments ont pu descendre un peu sur le versant et avoir été transportés et déposés. Alors ça sera le problème qu'on va avoir de ce qu'on appelle les formations superficielles. Alors voilà, ici, ça va être beaucoup plus clair, là, disons, au niveau peut-être de cet autre type de roche. Donc là, on passe au calcaire. L'eau qui gèle pendant les périodes froides, et même, disons, dans certains jours très froids en hiver, par exemple ici dans le massif de la Gardiole, l'eau va augmenter de volume et faire éclater la roche et va donner ce qu'on appelle des éboulis calcaires de gélifraction ou cryoclastie. Donc là, si vous voulez, il y a un peu un versant et on voit l'inclinaison de tous ces éléments, ce qu'on ne voyait pas très bien sur le schiste tout à l'heure. Bon, là, la même chose, des éboulis très grossiers, mais qui reposent cette fois sur des éléments très fins. Alors là, on est sur ce que l'on appelle en général des grèzes, et les grèzes sont des éboulis de gélifraction, mais de périodes très froides. Et à ce moment-là, la fracturation est très répétée, très poussée, et l'on aboutit à des éléments de taille très fine. Alors, ces grèzes, bon, elles ont été mises à l'honneur, par exemple, ici,
à Domas-Gassac, qui en a, et Guibert en a beaucoup parlé. Et vous voyez que dans ces grèzes, on a des niveaux parfois un peu plus durs, enfin, qui sont mis un peu en saillie. Et c'est que l'eau qui a traversé ensuite ces calcaires a dissous un peu de calcaire et l'a redéposé en profondeur. Donc on a le même problème ici aux Brousses, près de Pêchabon, avec dans ce mur, sous une vigne, mais il y a quand même de la vigne, des grèzes cimentées. Alors, un autre type de formation superficielle qui a son importance en dehors de ces éboulis, ce sont les terrasses alluviales. Et donc là, on a des dépôts le long des rivières et on a la partie la plus basse, c'est la zone du lit de la rivière avec en basse eau des galets comme ici, des galets de toute nature, et puis des terrasses successives donc, qui sont étagées. Donc la plus ancienne est celle-ci, et puis les plus récentes sont ici et ici. Et ce qui est important, c'est de voir que plus les terrasses sont anciennes, plus leurs sols ont été changés, ont évolué. Donc, il y a des tas d'éléments qui ont disparu. Ici, dans les basses eaux, on peut trouver des bouts de schiste, des bouts de granit, des bouts même de basalte dans le lit de l'Hérault, et près de Gignac. Et ensuite, dans ces terrasses les plus hautes, donc à partir des terrasses, disons, du quaternaire moyen et supérieur, on n'aura plus du tout d'éléments calcaires. Les schistes aussi auront disparu, le basalte aura disparu, le granit aura disparu. Il ne restera plus aucun de ces éléments. Et il ne restera plus que des éléments siliceux. Donc, avec les conséquences que ça peut avoir après sur le pH du sol. Alors, voilà des terrasses alluviales qui sont assez remarquables, et j'en terminerai donc mon exposé avec ces présentations de quelques terroirs de terrasses alluviales. Donc ici, les terrasses de Béziers, c'est un ancien cours de l'Orbe. Ensuite, ici, nous avons un ancien cours de l'Aude avec le 14, et donc on retrouve cet aspect de sol avec des tas de galets, mais cette fois-ci, c'est des galets siliceux. Ensuite, on doit parler aussi des terroirs à galets siliceux de très anciennes alluvions. Alors là, c'est ce qu'on appelle le villafranchien, donc en général, tout le monde a entendu parler de ce terme. Et le villafranchien, ça correspond comme période au quaternaire ancien et au début à la fin de la période suivante, qui est la période pliocène. Donc c'est entre, disons, à peu près 700 000 ans et puis 2 à 2,5 millions d'années. Alors, on a de ces épandages, de ces anciennes alluvions, en particulier ici près de Saint-Jean-de-Bébian dans la OP Pézenas. Là, c'est un talus qui montre que dessous, on peut avoir de fortes épaisseurs et avec pas mal de niveaux un peu argileux avec un peu de fer. Ici, on est dans le secteur méridional de Saint-Georges-d'Orques. Et donc, on a toute cette terrasse au sud des coteaux de Saint-Georges-d'Orques avec beaucoup de galets aussi siliceux. Et en particulier, là, quelques apports locaux. Il y a des calcaires à silex, et donc le silex, c'est siliceux et ça résiste à la dissolution. Et ensuite, près de Montpellier, la Méjanelle. Alors, la Méjanelle, ça demande un peu d'explication. Le Méjanel, ça fait partie de terroirs qui ont pour origine un ancien cours du Rhône. Donc le Rhône, à l'époque du Villafranchien, à l'époque du Pliocène, donc la partie la plus ancienne du Villafranchien. Et donc le Rhône va venir depuis donc les côtes du Rhône méridionales, et on a des vignes qui illustrent bien cela, donc avec Tavel, ici Estézargues, et puis les Costières de Nîmes, et on arrive à Lunel et à la Méjanelle. Et vous voyez à chaque fois l'étendue de ces épandages et l'importance de ces épandages avec galets siliceux.
Donc, vous voyez, c'est pour ça que Jean-Philippe Granier là, était heureux que je reparle de ça, parce que à chaque fois, lui, il a des problèmes avec cette distinction d'une part galets siliceux et d'autre part, comme on a vu pour la région de Pêchabon et la région de Saint-Christol, des galets calcaires au contraire. Voilà, donc là c'est une présentation très très générale. La prochaine fois, donc on verra un peu plus à l'échelle des terroirs quelles sont quelles sont les conséquences, disons, de la géologie. Très bien. Merci, Jean-Claude. Chaque fois que je t'écoute, j'apprends quelque chose de plus. C'est vrai que les questions qu'on peut se poser sur un terroir que je connais bien, Saint-Christol, c'est que là, tu me disais aussi il y a quelque temps, il y a des galets calcaires et il y a des galets siliceux. Il y a du villafranchien, une partie du villafranchien. Donc, c'est cette difficulté, mais c'est une richesse plutôt qu'une difficulté. Mais c'est vrai que quand on a affaire à des spécialistes, c'est intéressant de voir qu'il y a dans un même terroir quelques séparations au niveau de l'origine du sol. Il n'y a pas eu de questions, je pense, Sandrine. Alors, pour l'instant, non, mais je pense que tout le monde était concentré et à l'écoute. Et je vous invite à poser des questions. Ah, je vois. Oui, alors une question que j'ai reçue par mail tout à l'heure, qui me semble assez nouvelle. Est-il possible de nous expliquer ce qu'est la série Fliscoïde? Mais avant de démarrer le webinaire, j'en ai touché 2 mots à Monsieur Bousquet. Et Monsieur Mais Bousquet, alors la peut-être, série Fliscoïde, ça ne vous non, parle pas? non, moi je connais le terme flychoïde éventuellement, série Ah flychoïde. pardon, c'est moi qui prononce mal. C'est flychoïde alors, c'est SCH, oui. Flychoide, Voilà, la d'accord. série Là, Flychoïde. voilà, alors le terme, ça vient de Flysch. Bon, Flysch est un terme qui vient des Alpes et c'est pour distinguer enfin des formations qui sont constituées de grès et de flysch et qui se sont déposées de grès de grès et d'argile et qui se sont déposées dans des fosses océaniques en général. Donc, par exemple, on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, au large du Chili, l'érosion de la chaîne des Andes est en train de nous constituer peu à peu du flysch. Alors, ce qui est caractéristique aussi du flysch, c'est que comme c'est dans des ambiances disons, sismiques, comme la fosse des Andes, on a des secousses sismiques et à ce moment-là, ça déséquilibre les terrains qui étaient pris au continent et qui étaient descendus un peu dans la fosse et ça peut les entraîner un peu plus bas. Enfin, c'est donc assez complexe. Et alors, comme c'est riflichoïde dans la région, si vous voulez, vous avez les schistes, un peu les schistes, surtout les schistes de la période du Carbonifère inférieur de Faugère. Voilà. Ça, c'est une série, souvent même on parle de flysch viséen, qui est la période du Carbonifère où sont déposées ces roches. Voilà, c'est un peu Ok, technique. Là. donc c'est un phénomène qu'on retrouve vers Faugère, c'est ça? Oui, ça caractérise un peu les terrains de Faugère sont une série qu'on peut appeler, si on veut, flychoïde. Très bien, merci. J'ai une autre question. À quelle période s'est passée la coulée volcanique de Pézenas? Alors, la coulée volcanique de Pézenas, je crois que c'est enfin de mémoire, c'est vers 1 million d'années. Et donc, c'est un secteur, effectivement, où on peut avoir quelques sols viticoles qui sont des éléments pris à cette coulée. Et D'accord. Et pourquoi les marnes ont-elles une mauvaise réputation auprès de l'INAO?
Ben, je crois que les marnes, si vous voulez, très souvent, bon, c'est un mauvais terrain parce que on ne se rend pas compte quand en surface, on voit la boue que ça peut donner ou les choses comme ça. On ne se rend pas compte qu'en profondeur, c'est quelque chose qui peut être très, très dur. Donc, bon, moi, j'ai vu parfois des coupes de sol où vraiment, c'était du béton très rapidement sous les marnes. Donc, si vous voulez, c'est au point de vue climatique, ça va pas être très très, ça va pas être, enfin, s'il y a une petite épaisseur de sol, le sol, ça va pas être suffisant pour qu'il y ait une bonne alimentation en eau toute l'année. Hein, ça va être des sols très secs. Bon, si ce sont des sols argileux, enfin marneux, qui se développent, mais qui sont assez profonds et qui permettent qu'il y ait une nappe et puis qui soit un peu caillouteux pour que ça permette qu'il y ait une nappe phréatique, à ce moment-là, on a quelque chose d'un peu meilleur. Donc, il faut aller au-delà de ce qu'on Oui, constate, donc il faut voir les coupes, terrain marneux, oui, il faut voir les et il coupes, faut les voir le épaisseurs sous-sol du un peu en sol. profondeur. Voilà, il Et faut voir si ça a été mélangé, la marne est un peu mélangée à d'autres éléments, etc., etc. Enfin, c'est donc souvent c'est du cas par cas. Hein. Ok, merci. Alors, on a pas mal de questions. Peut-on dire que dans des temps très anciens, la chaîne des Pyrénées était accrochée à la chaîne des Alpes par le sud? Puisqu'on parle de chaîne de Oui, Pyrénéo-Alpes, voilà. oui, ben exactement. Moi, souvent dans les conférences que je faisais dans le temps, je parlais non pas de chaîne pyrénéenne comme événement, mais d'événements d'héritage alpin. Parce que, en fait, on a très longtemps opposé la chaîne pyrénéenne, on disait le plissement pyrénéen, c'est plus ancien, et les Alpes, c'est un plissement plus jeune. En fait, pas du tout. La formation des Alpes a commencé, même, on peut dire, avant celle des Pyrénées. Bon, il y a eu des phénomènes donc, qui ont intéressé une partie des Alpes actuelles, une partie seulement des Alpes actuelles, avant les Pyrénées. Puis ensuite, au moment du plissement pyrénéen, il y a eu aussi du plissement vers les Alpes. Et il y a eu des zones, pourquoi on parlait d'un plissement alpin plus jeune que les Pyrénées, c'est que certaines zones des Alpes, alors ça c'est les massifs qui sont les plus à l'ouest des Alpes, comme la Grande Chartreuse, le Vercors et au-delà, n'étaient pas plissés quand la mer méditerranéenne, quand la mer Miocène, par contre, venant de la Méditerranée, est montée par la vallée du Rhône. Et donc, ensuite, cette mer est montée jusqu'au Jura. Elle a couvert là aussi la plaine suisse. Et c'est seulement vers, disons, à peu près 10 à moins de 10 millions d'années, moins qu'il y a eu plissement du Jura et de cette partie des Alpes. Donc, une partie des Alpes est ancienne, une partie est beaucoup plus jeune. Et donc, elle est reliée, enfin, quand vous parlez de Donc, chaîne on peut dire, pyrénéo-provençale, la oui, Provence, début des Alpes. voilà. D'accord, merci. Quelle différence entre les schistes noirs, jaunes et marrons? Alors, bon, bah, dans toutes les roches, si vous voulez, quand il y a sédimentation, il peut y avoir en même temps des éléments de faible quantité, mais qui ont une importance parce qu'ils donnent de la couleur aux roches. Et en général, bon, les gens justement qui sont un peu extérieurs à la géologie donnent beaucoup d'importance à cela, mais en fait, c'est un pourcentage souvent de quelques pourcents qui intervient. Donc, alors, schiste noir, bien très souvent, c'est qu'il y a un peu de matière organique qui est restée. Des schistes rouges, eh bien, c'est qu'il y a un peu disons, de fer qui est sous la forme d'oxyde de fer. Donc, comme l'hépatite, ça donne une couleur rouge. Voilà, donc bon, après, parfois c'est jaunâtre parce que simplement en surface, tout ça s'oxyde un petit peu, mais on n'atteint pas c'est un peu comme la limonite, quoi, qui est jaunâtre.
qui sont des oxydes de fer avec un peu d'eau, un peu oxydé, un peu hydraté. Donc, on a des différences de couleurs qui n'ont pas, disons, une très grosse signification pour nous. Mais enfin, quand il y a du fer, c'est pas mauvais bien sûr, pour la vigne, je crois. Et quand vous dites organique, c'est-à-dire c'est du bois, ce qui a fait du charbon après, ou c'est autre chose Oui, ça peut, par exemple, alors, quand on regarde disons, les roches justement du Lot-des-Voies, les roches les plus anciennes sont plutôt avec des schistes un peu sombres parce que la forêt qui avait existé au Carbonifère s'est maintenue encore assez importante à la période suivante, au début de la période qu'on appelle le Permien. Et donc, il y a eu encore là pas mal de dépôts organiques et ça a coloré un peu les schistes de cette région-là sont souvent plus sombres que les schistes d'autres secteurs de la région. Très bien, merci. Alors, j'ai encore des questions. Pouvez-vous nous détailler les différents types de marnes de la région et leurs critères de formation? Les différents types de marnes. Je ne sais Ben, pas. il y a justement, si, bon, on a vu là dans ce que j'ai présenté deux types de marnes en quelque sorte. Il y a les marnes enfin, non, j'ai pas montré de photos de marnes marines, celles qui accompagnent la pierre du Midi. Hein, bon. Et j'ai montré celles continentales qui accompagnent les galets roulés disons, ceux de Saint-Christol et puis aussi ceux qui sont vers Pêchabon. Bon. Donc, dans un cas, on a des pots d'argile et d'un peu de calcaire dans la mer. Donc, c'est quelque chose bon, qui est lent, hein, qui est très, très lent. Et puis, dans le second cas, ce sont des argiles qui sont des argiles qui sont mélangées un petit peu de calcaire, mais qui sont étalées par des cours d'eau. Donc, ça provient souvent les argiles et le calcaire qui se retrouvent dans ces marnes. Lui, il ne s'est pas déposé sur place. Hein. Ce sont c'est de l'argile et du calcaire qui a été pris, disons, au relief. Et donc, ça peut être pris sur le relief directement à des niveaux anciens marneux. Bon, par exemple, dans la chaîne Pyrénéo-Provençale, il pouvait y avoir au sud des niveaux marins des époques. Enfin, là, c'est l'époque un peu jurassique, donc il y a des niveaux du Jurassique qu'on connaît dans la région avec des marnes marines. Et donc, ça pouvait être des niveaux de ce genre qui pouvaient être déjà pris. Et puis, il y avait aussi un peu de calcaire dissous déjà sur ce relief. Et tout ça a été entraîné et s'est recombiné un peu avec dans la masse alluviale qui a été étalée. Voilà. Donc ça, c'est le cas des photos que vous nous avez montrées, Ça, c'est ou le pas? cas des marnes. Ouais, c'était des marnes transportées, c'est des éléments transportés à partir d'éléments qui étaient des éléments d'érosion de la chaîne pyrénéenne. Voilà. D'accord, ok. Alors, une autre personne vous remercie beaucoup et a trouvé ça passionnant de se plonger dans notre histoire géologique. Et nous avons encore une question. Y a-t-il une autre région la plus proche, enfin laquelle serait la plus proche en termes de géologie? Ben, j'avais énoncé deux régions hein, bon, qui sont, disons, l'Anjou et puis l'Alsace. Alors, dans l'Anjou, bon, on a une partie des roches qui sont des roches anciennes qui appartenaient aussi à la chaîne hercynienne, hein, donc qui appartiennent ce qu'on appelle le massif armoricain. Et une partie, ce sont des roches du bord du bassin parisien qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont des roches de la période du secondaire et donc et un peu du tertiaire. Donc là aussi, on a un peu une histoire hercynienne, puis une histoire
après, qui n'est pas l'histoire pyrénéenne, puisque il n'y a pas eu de formation là, de chaîne de montagne, mais enfin une histoire qui concerne la période de l'ère secondaire surtout. Bon, dans les Vosges, c'est pareil, tout le massif des Vosges est formé par des roches anciennes et puis en partie par des dépôts de l'ère secondaire, des roches de l'ère secondaire. Bon, en plus de cela, il y a disons, tout le fossé rhénan dans lequel il y a des terrains beaucoup plus jeunes. On peut avoir des formations alluviales et on peut avoir aussi un peu de volcanisme. Il y a un peu de volcanisme à l'Eiffel, un petit volcan dans le milieu de, de ce fossé rhénan. Voilà. Ok, je pense que là, il n'y a plus de questions. Avez-vous d'autres questions? Jean-Claude, Oui. sur le granit, on ne parle pas beaucoup de Oui, granit dans nos sols. oui. Est-ce qu'on le retrouve un tout petit peu plus dans le Roussillon? Oui, on va en trouver un peu dans le Roussillon, bien sûr, oui. On va en trouver dans le massif un peu vers les massifs des Aspres, voilà. Et puis dans l'Hérault, par exemple, il y a quelques vignes que j'avais mis dans mon livre. Enfin, j'avais mis une photo dans mon livre. C'est assez rare, mais enfin, c'est dans la vallée de l'Orbe, avec le massif ancien qui est tout au nord de l'Hérault, massif granitique ancien. Oui. Est-ce que la prochaine fois, tu pourras nous écrire un livre sur le Roussillon et les Corbières, l'Aude et les Corbières, avec autant de détails? Parce qu'on nous l'a demandé. On nous demandait pourquoi tu étais simplement cantonné sur l'Hérault. Alors, j'ai dit que les écologistes de Leuzière, c'était l'Hérault. Le département de l'Hérault a participé à ton livre. Le syndicat, à l'époque, c'était les Coteaux du Languedoc, naturellement, ont participé aussi, avec beaucoup de gens que je ne vais pas tous les nommer. Mais donc, ça, c'est important. Mais j'espère que tu pourras nous présenter tous ces terroirs, parce que tu sais que l'appellation Languedoc aujourd'hui part de Nîmes et va à Collioure. Et donc, la directrice des Corbières nous l'a bien dit, pourquoi il s'arrête qu'à l'Hérault. Donc, on lui a bien expliqué et on lui a promis quelque chose qu'il va falloir que tu tiennes à l'écran, la promesse qu'on fera le Roussillon et l'Aude et les Corbières et le Minervois dans un prochain webinaire. Pas tout de suite, parce qu'il paraît qu'il faut que tu ailles prendre encore quelques photos qui te montrer tout Non, ça. non, mais Voilà. j'ai les photos vers Collioure et par là, mais c'est vrai que je manque un peu de photos dans les Corbières elles-mêmes. Mais le problème, quand même, c'est que c'est quand même assez long de faire un livre, hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si je reviens un peu sur mon expérience pour le précédent livre, là, avant de me lancer, j'étais un géologue là, qui ne connaissait rien au terroir viticole. Et avant de me lancer là-dedans, pendant plusieurs années, je me suis baladé avec une jeune femme là, qui faisait des études de sol et qui voulait connaître un peu la géologie et qui m'a fait connaître dans la région bien des secteurs avec des vignerons. Et donc, sans elle, sans cette expérience assez longue, je ne me serais jamais lancé, bien sûr, dans un tel ouvrage et dans un domaine qui ne m'était pas connu, quoi. On a une précision d'Alain Razingle qui dit, pour suivre la question de Jean-Philippe, l'appellation l'Esquerde est sur granit. Voilà, en Roussillon. Voilà, donc il faut que Et quelqu'un écrive un livre pour nous dire exactement, parce que nous avons tous ces vins-là, naturellement, à la Maison des vins du Languedoc, et il faut vraiment qu'on précise maintenant la nature des sols, et avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, nos sommeliers qui doivent être présents certainement, qui doivent écouter, donneront d'autres éléments que la couleur, les odeurs, même si pour nous c'est important aussi, mais ils vont donner quand même l'explication au niveau des sols, et c'est quand même un plus au niveau du vin. C'est pas Alain Razingle qui chaque année nous promène dans le Roussillon et nous convainc, arrive à nous convaincre que le Roussillon est un très bon terroir. Je Et crois pas je crois crois pas que le vu livre, non, je crois pas vu les déplacements que ça demande et vu enfin, toute la fatigue que ça demande que je puisse encore maintenant à mon âge me lancer là-dedans. Bon, mais éventuellement, je veux bien vous aider à faire un petit cahier sur le sujet si vous avez des photos, mais je je c'est veux un pas appel à volontaires. je veux pas me lancer dans un livre d'une telle ampleur. bon, allez,
C'est normal, après 3/4 d'heure de J'ai une discussion, que tu sois un peu dernière. fatigué, mais on va changer, on va te convaincre, c'est sûr. Après la période du Covid, on retournera sur le terrain. Alain Razin nous attend et il n'y a pas de problème. En tout cas, on sera plusieurs à te soutenir pour que tu nous expliques ta passion qu'on a bien vue pendant 3/4 d'heure. Ben, en tout cas, je vous remercie vivement pour les questions très intéressantes là, que j'ai eues. Je ne m'attendais pas à autant de questions. Voilà, merci. Ah ouais, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on observe un gradient de type d'argile minéralogique sur la région ou pas forcément? Alors un Alors, gradient, là, ça me dépasse un peu, là, parce que je ne suis pas un pédologue, disons, et donc moi, je n'ai jamais fait ce genre d'analyse et ce genre d'études. OK. Est-ce Des questions que supplémentaires aussi par rapport au pH du sol. Ah, ah, pH du sol. je la vois pas la question. Ah oui, j'étais pas sur le bon, pardon. Ben, le pH du sol est acide et on en parlera peut-être la prochaine fois dans les régions comme par exemple le Saint-Chinianais schisteux ou le Faugérois parce qu'il y a l'association des schistes avec des grès. Et donc la présence de ces grès siliceux donne au sol des pH qui sont très bas. Bon, par contre, sur les sols qui sont calcaires, donc sur les sols par exemple Pic-Saint-Loup, on va avoir au contraire des pH plus élevés. Très bien. Bon, Je crois que c'est bon. On a des remerciements à tout le monde et surtout, bien sûr, à Jean-Claude Bousquet pour cet exposé qui a été jugé passionnant. Très bien, merci Voilà. beaucoup. on vous parlera du livre la semaine prochaine. On vous donne tous rendez-vous jeudi 25 mars à 17h30. Jean-Claude sera en pleine forme parce que toutes les après-midi, il va se balader sur le terroir et il revient en pleine forme. Merci Jean-Claude, encore Jean-Claude Merci. Bousquet, Au revoir. pour cette intervention brillante. À vous tous, bonne soirée. Merci à tous. Merci encore et à tout de suite. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. À la semaine prochaine.